Cette crise n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé déjà en 2014, si pas plus tôt. En 2014, quand le peuple ukrainien a prononcé décisivement pour son intégration européenne, et la Russie ne pouvait pas supporter ces aspirations du peuple ukrainien et voulait subjuguer tout ce peuple avec l'occupation temporaire des territoires ukrainiens, de la République autonome de la Crimée, et instaurer son autorité aussi aux régions de l'Est, de Lugansk et Donetsk, qui en ce moment-là, en 2014, se sont proclamés comme les soi-dites Républiques populaires de Lugansk et République populaire de Donetsk. Mais c'était les aspirations du peuple de se développer dans la famille européenne. À cette famille, nous appartenons toujours parce que selon notre mentalité des Ukrainiens, selon notre histoire et selon position géographique au centre de l'Europe, nous sommes européennes et nous voulons partager les valeurs européennes et être le parti des communautés des pays européens, l'Union européenne. Ça, ce qui est imaginable pour la Russie, qui a toujours été un empire, un régime totalitaire qui toujours subjuguait les autres peuples et ne voulait pas les donner ou donner la liberté, pour la liberté des idées, des mouvements, la liberté des... Comme on dit, pour se développer selon la voie qu'il choisit. Depuis 2014, il y a plusieurs statistiques qui montrent que l'Ukraine a eu un développement extraordinaire sur plusieurs secteurs. Est-ce que ça fait partie des causes de l'invasion militaire de la Russie? L'Ukraine est très riche, pas seulement en gisements naturels, mais aussi avec ces peuples qui sont très laborieux, très sages, très amicaux. Et c'est pourquoi les Ukrainiennes, toujours, où sont les Ukrainiennes, où on peut dire vous avez un succès en entreprise, en développement, en recherche scientifique. Et en ce qui concerne les gisements naturels, bien sûr, que comme la nation indépendante, souveraine, l'Ukraine possède la première place des réserves européennes de minerais, par exemple, des titanes, des uranium. Deuxième réserve des minerais de manganèse, des minerais de mercure, des minerais de fer. Et c'est un pays très riche en richesse des forêts, des fleuves, des terres qui sont... C'est un pays agricole très bien développé qui possède les réserves de terres arables, la plus grande superficie de terres arables d'Europe. Et c'est la troisième plus grande superficie de terre noire dans le monde. Et bien sûr que nous avons les résultats d'agriculture très avancés, élevés. Nous sommes le premier exportateur mondial de tournesol et de l'huile de tournesol, deuxième producteur mondial d'orge, troisième de maïs,
des quatrième exportateurs mondial des pommes de terre, des seigles, et aussi des cinquième place en production apicole, miel, gelée royale, cire. Huitième exportateur mondial de blé. Aussi parmi les premiers en production des œufs de poule et des fromages. Actuellement, comment vous pouvez nous décrire la situation en Ukraine après ces 2 jours de l'invasion militaire de la Russie? Devant l'invasion. Maintenant, ces jours, je peux vous dire que la situation est très grave parce que tout le territoire de l'Ukraine est bombardé par les Russes, par la Russie. Ce sont plutôt les objets militaires et les objets de l'infrastructure, mais aussi, par exemple, on a bombardé le centre de la ville ukrainienne d'Ouman. C'est le centre de ville normale où les gens civils habitent. Cette nuit, à 4 heures ou 5 heures du matin, la Russie a bombardé notre capitale, Kiev, et essayé à organiser les actes terroristes dans la ville, utilisant tous les moyens possibles. Par exemple, ils ont... Avant de commencer l'interview, vous m'avez parlé qu'il y a des militaires russes qui portent des uniformes des policiers ukrainiens. Oui, les militaires russes, ils ont volé une voiture militaire ukrainienne. Ils ont volé l'uniforme ukrainien des militaires ukrainiens. Ils ont changé son uniforme. Ils prétendaient d'être les Ukrainiens. Et comme ça, ils voulaient pénétrer dans le centre de la ville sans aucun obstacle. Mais je dois vous dire que nous avons l'armée très puissante maintenant, 8 fois plus puissante qu'il a été 8 ans avant, en 2014. Et aussi la mentalité des Ukrainiens et leur volonté pour défendre leur patrie est aussi augmentée plusieurs fois, 8 fois, pendant ces 8 ans. C'est pourquoi, avec notre source d'intelligence, avec notre armée, et aussi avec les pays amis, nous avons en avant beaucoup d'informations en ce qui concerne les plans des agresseurs. Et c'est pourquoi, en ce cas-là, cette voiture aussi a été détectée et éliminée. Madame, est-ce que vous avez l'impression que le monde vous a abandonné, surtout qu'on parle qu'il n'y a aucune intervention militaire? On ne peut pas dire ça parce que toujours le monde est avec nous, parce que tout le monde civilisé comprend que cette guerre, cette agression, ce n'est pas contre l'Ukraine seulement, c'est contre tout l'ordre de sécurité de tout le monde. Et si on n'arrête pas la Russie maintenant, elle va avancer et déranger la vie pacifique des autres pays. En ce qui concerne l'aide militaire, nous avons beaucoup de l'aide militaire de la partie des pays partenaires. Ils ne sont pas les militaires étrangers chez nous, mais notre armée est maintenant puissante pour lutter et avec l'aide de nos partenaires, nous allons... Officiellement, quels sont les partenaires de l'Ukraine? Officiellement, ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, les pays de l'Union européenne
les pays de l'OTAN. Ce sont, je crois que presque tout le monde civilisé nous soutient. Et je le sens ici, à Arba, parce que j'ai beaucoup d'appels, beaucoup de jeunes marocains, des collègues et aussi les collègues étrangers. Nous avons adressé avec l'expression de sa sympathie et aussi qui nous supporte moralement. Et ça témoigne que nous ne sommes pas seuls, pas du tout. Parmi les dernières déclarations de Poutine, le président de la Russie, il a parlé de deux choses. La première, c'est la seule solution pour la paix. Il demande aux militaires ukrainiens de poser les armes. Et la deuxième chose, qui concerne le gouvernement de l'Ukraine, il a dit que c'est une partie nazie. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'abord en 1981? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? En 1981, c'était la décision des anciennes républiques soviétiques d'être indépendants. Et la Russie a été le premier État qui a déclaré son indépendance. C'est pourquoi c'est une période ou événement décisif qui a donné à notre État la possibilité d'avoir notre indépendance restaurée. Parce que ce n'est pas pour la première fois que l'Ukraine est devenue indépendante. Mais pendant les siècles, c'était toujours la Russie qui a fait tout possible pour détruire notre indépendance. Mais en vérité, si on regarde le début de l'histoire de l'Ukraine, à la base de notre histoire, c'est l'histoire de la Russie kievienne, qui déjà au Xe siècle, c'était avec la capitale de Kiev, c'était un État bien développé, avec une ville, les églises, son prince, le prince de Kiev du XIe siècle, Yaroslav le Sage, a donné ses filles comme les épouses des trois rois européens. Le roi français, le roi hongrois et le roi de Norvège. Et ces trois princesses ukrainiennes sont devenues les reines. Par exemple, l'Anne de Kiev est devenue reine française. Elle est enterrée à une petite ville française, Senlis, près de Paris. Et c'est pourquoi, et en ce temps-là, c'est un fait historique que la place où aujourd'hui se trouve la capitale de la Russie, Moscou, c'était une forêt, un marais, avec aucun signe de civilisation. Votre famille a sacrifié en 1981 à assister à ces événements? Ah, bien sûr, oui. Nous avons, au mois de décembre 1991, nous avons un référendum organisé en Ukraine pour témoigner le choix de cette voie de l'indépendance. Et plus que 90% de la population votait, se prononçait pour l'indépendance. Bien sûr que ma famille était parmi eux et avec l'indépendance, cette indépendance pour moi, par exemple, grâce à l'indépendance de l'Ukraine, je pouvais devenir diplomate. Et parce qu'à l'Union soviétique, c'était impossible. À l'Union soviétique, notre Institut des relations diplomatiques à Kiev, et il n'a pas permis pour les femmes ou jeunes filles de faire ces études comme les diplomates. C'était seulement pour les hommes.
Mais pendant l'Ukraine indépendante, je suis devenue pas seulement diplomate, mais aussi l'ambassadeur de mon pays, de l'Ukraine. Et en plus ici au Maroc. Et en plus ici au Maroc. Pour moi, c'est un grand honneur pour être l'ambassadeur et pour être ambassadeur au Royaume du Maroc. Cette crise a occupé le monde entier. Une question directe. Vraiment, quelles sont les véritables raisons de cette divergence? J'ai déjà dit que la véritable raison, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est toujours un rêve des autorités russes pour avoir l'Ukraine comme son partie intégrante, mais aussi le changement des balances mondiales sécuritaires. Et si on n'arrête pas maintenant ces ambitions criminelles, je peux dire, on va avoir beaucoup de problèmes en Europe et plus loin. Est-ce qu'il y a une crainte d'utiliser des armes nucléaires? L'Ukraine? Quoi? La Russie. La Russie? Est-ce que vous avez une crainte que la Russie peut utiliser les forces nucléaires? Je crois que malheureusement, les autorités ou le chef de l'État est absolument imprévisible. Oui, c'est pourquoi. Cette situation, cette crise a provoqué aussi d'autres crises qui concernent le marché mondial, surtout qui concernent les produits pétroliers et le blé. Est-ce qu'il y a des mesures pour cela? Oui, il y a les mesures. Je suis sûre que le monde entier doit se réunir pour arrêter l'agresseur. Il y a des indications positives pour améliorer la situation entre les deux pays? Notre président a toujours dit que nous sommes pour les moyens diplomatiques. Et aujourd'hui, quand tout le territoire de notre pays est bombardé par la Russie, nous continuons à prononcer pour la voie diplomatique pour résoudre cette crise. Après le retour d'un certain nombre d'étudiants marocains, existe-t-il des facilités pour terminer les études ou bien de retourner aussi ici au Maroc après cette crise? On parle d'une guerre, on ne peut pas imaginer qu'est-ce qu'il peut arriver prochainement. C'est une situation comme toujours pendant la guerre qu'il existe un danger pour tout le monde, pour les citoyens, pour les locaux et pour les étrangers qui se trouvent sur notre territoire. Les autorités marocaines ont annoncé il y a une semaine ou 2 semaines la possibilité, ils ont créé la possibilité pour les étudiants marocains pour revenir au Maroc. Et certains étudiants sont revenus, mais certains sont encore en Ukraine. Mais c'est une règle générale pour tous qu'il faut être en contact avec les autorités de l'université et aussi suivre les recommandations des administrations locales. Parce que c'est toujours l'administration locale qui annonce, selon les données de l'armée, que, par exemple, un moment de danger arrive et il faut faire quelque chose. Ce sont les règles et les mesures expliquées par les autorités locales et par les universités où ils font ces études. Et nous espérons que
la situation va normaliser et puis tous les étudiants marocains reviennent en Ukraine pour continuer ses études. Mais est-ce qu'il y aura des voyages spéciaux concernant les étudiants marocains ou bien les citoyens marocains qui vivaient en Ukraine pour revenir au Maroc? C'était les autorités marocaines qui ont organisé les vols spéciaux pour les étudiants marocains. Ces vols étaient les vols directs. Ça, c'est que généralement manque, mais c'était organisé spécialement directement de Kiev jusqu'à Tanger, jusqu'à Casablanca. C'était 2 ou 3, je crois, vols directs pour les étudiants. À Tanger aussi. À Tanger, oui. Concernant la relation internationale entre les 2 grands pays, le Maroc et l'Ukraine, est-ce qu'on peut parler des relations solides entre les 2 grands pays? Oui, bien sûr que ce sont les relations solides. Il y a beaucoup des accords, des conventions signées, de la coopération commerciale, culturelle, coopération dans la sphère de l'agriculture. Et nous aussi travaillons pour préparer pour la signature de plusieurs accords de la coopération bilatérale entre nos pays. Puis on dit des exportations, importations, et les échanges commerciaux des 2 pays qui sont vraiment très importants pour tous les 2. Et bien sûr que sont les étudiants, plus que 8000 étudiants marocains qui font... Combien d'étudiants en Ukraine? Mais c'est assez difficile à dire, parce que si on compte que c'était 3 avions, on peut... Quelques milliers. Oui, il y a quelques mille. Juste concernant les partenariats, tout le monde parle de cette crise concernant le blé. Est-ce qu'il y a des nouveautés concernant ce sujet? La première tâche que je vois, c'est libérer notre terre de l'agresseur pour pouvoir avoir les récoltes cette année. C'est pourquoi nous devons travailler tous ensemble, toute la communauté mondiale, pour aider notre pays à continuer le développement pacifique, parce que nous ne sommes pas les agresseurs. Il y a de l'espoir pour terminer cette histoire. Il y a toujours, ils doivent être les espoirs que, avec l'aide de nos partenaires, utilisant les mécanismes des relations bilatérales et aussi des relations multilatérales, des mécanismes des organisations internationales, mais aussi les mesures, les sanctions contre la Russie, contre l'agresseur, qui sont prises et seront encore prises pour arrêter cette politique de la Russie et pour arrêter la guerre et les attaques sur l'Ukraine. Dernière question, quelle est la position du gouvernement ukrainien concernant le dossier de Sahara marocaine? Nous suivons très attentivement ce qui concerne cette question, et c'est toujours le mécanisme au sein ou sous l'égide de l'ONU qui, espérons, va résoudre
cette question pour l'avantage des peuples. Parce que c'est toujours le bien-être du peuple, c'est la chose principale. Le développement, la vie. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.